Bonjour à tous, bienvenue au CNC, que vous soyez dans la salle ou que vous soyez derrière votre écran. C'est une journée riche qui nous attend, une journée dédiée à l'indépendance au service de la création. Un colloque organisé par le Centre national du cinéma et de l'image animée et la Direction générale des médias et des industries culturelles du ministère de la Culture, la DGMIC pour les amateurs d'acronymes, et ils sont nombreux. Avant d'accueillir justement notre ministre Roselyne Bachelot, je vous donne un rapide aperçu du programme de notre journée. Une table ronde dédiée à la protection des actifs culturels, la présentation du plan action du CNC pour décarboner le secteur audiovisuel et les salles de cinéma. Une table ronde intitulée « L'œuvre européenne au service de l'imaginaire européen ». Un échange sur les questions du jeune public et son rapport à la salle de cinéma, un bilan d'étape sur la directive SMA pour service des médias audiovisuels. Nous parlerons également de la promotion de l'égalité femmes-hommes dans le secteur de l'audiovisuel et du cinéma, et nous parlerons de cinéphilie avec Gianluca Farinelli. À 13h30, on vous propose de visionner 3 courts-métrages en sélection officielle du festival Premier Plan d'Angers. Et le programme détaillé de toute notre journée est à votre disposition sur le site cnc.fr. Petit rappel à celles et ceux qui sont dans la salle, merci de choisir le mode avion de votre téléphone. Pour commencer notre journée, nous accueillons la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Bienvenue, Madame la ministre. Merci à vous. Mesdames et messieurs, chers amis français et européens, je suis heureuse d'ouvrir depuis le CNC cette journée consacrée à la création européenne audiovisuelle et cinématographique, qui est l'un des enjeux stratégiques à venir sur lequel je souhaite que la réflexion avance pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Cette journée d'échange devait avoir lieu à Angers, que j'affectionne particulièrement. Je salue son maire, Christophe Béchu, qui porte un engagement de toujours en faveur de la jeunesse et d'une création européenne à travers le festival Premier Plan. Et mes amitiés vont également vers vous, cher Claude-Éric Poiroux. Vous savez combien je suis attaché à votre manifestation. Mais l'évolution de la pandémie en Europe nous a conduit à opter pour une version hybride de cet événement ici à Paris. Je veux donc commencer par remercier le CNC, son président, cher Dominique Boutonnat, et la DGMIC, son directeur général, cher Jean-Baptiste Gourdin, et toutes leurs équipes, bien sûr, qui ont organisé cet événement important dans des conditions bien compliquées. La France est pour la 13e fois présidente du Conseil de l'Union européenne. La dernière fois, c'était il y a 14 ans, et les débats ont permis de grandes avancées pour le secteur sur des sujets capitaux comme le développement de l'offre légale et la lutte contre le piratage. Aujourd'hui, nous nous trouvons à nouveau à un tournant qui engage notre souveraineté économique, industrielle et culturelle en tant que continent. Pourquoi ? Parce que la crise a renforcé les tendances d'hier, mais aussi les fragilités. Les plateformes ont connu ces derniers mois un essor spectaculaire, mais aucune d'entre elles n'est européenne. Quand la diffusion est aux mains d'acteurs étrangers, comment garantir la diversité culturelle ? Dans ce contexte de sortie de pandémie, comment promouvoir et renforcer une création européenne fondée sur ses talents, son imaginaire, ses entreprises. Une création européenne qui soit à même de voyager dans le monde entier avec sa singularité et son originalité. Comment garantir la liberté de création et d'accès aux œuvres de l'esprit et la diversité des expressions culturelles qui sont des principes cardinaux du projet européen. Nous avons déjà fait beaucoup pour établir de nouvelles règles adaptées à une économie beaucoup plus ouverte, plus compétitive, et maintenir une ambition industrielle et culturelle pour et par notre création. Depuis 2018, l'Union européenne a écrit une page importante dans l'histoire de sa politique audiovisuelle et la directive européenne Services de médias audiovisuels, adoptée il y a maintenant 3 ans, constitue une avancée sans précédent. Son article 13
sur la promotion des œuvres européennes est désormais transposée en France et sécurise l'avenir du financement de la création. Ainsi, grâce au décret Service de médias audiovisuels à la demande, dit décret SMAD du 22 juin dernier, les plateformes établies dans un autre État membre, mais qui ciblent la France, sont soumises à des obligations d'investissement dans la création européenne. Ces obligations se montent à 20% de leur chiffre d'affaires réalisé en France, avec un fléchage particulier vers la production indépendante cinématographique et audiovisuelle. Et ces obligations sont encadrées par des conventions passées avec la nouvelle autorité en charge de la régulation du secteur, l'ARCOM, dont je salue le président Roch-Olivier Mestre, qui interviendra cet après-midi. Cette intégration des plateformes dans un modèle de financement mis en place il y a 35 ans est un progrès historique. Nous avons apporté une solution structurelle au financement des œuvres. Cette sécurité va changer le visage de notre filière et par ailleurs internationaliser nos créations en leur offrant une exposition mondiale. L'intégration des plateformes dans le modèle français supposait un réaménagement de notre chronologie des médias. C'est le corollaire nécessaire des nouvelles obligations d'investissement. C'est pourquoi je tenais à achever ce chantier rapidement après le décret SMAD, c'est chose faite depuis hier. Nous avons aussi fait en sorte que les chaînes de télévision établies dans d'autres États membres puissent également contribuer à la création européenne en France. C'est donc la totalité du champ des diffuseurs en France qui va participer au financement de la création européenne et française grâce à cette nouvelle régulation. Autre avancée majeure, la protection des auteurs à l'ère du numérique à travers les transpositions des directives européennes SMA et droits d'auteur. Comment ? D'abord, les aides publiques du CNC et par voie de conséquence l'accès au crédit d'impôt domestique, sont désormais conditionnés à l'inclusion dans les contrats conclus avec les auteurs de clauses types assurant le respect de leurs droits moraux et de rémunération. Ensuite, grâce à l'ordonnance qui transpose la directive SMA, les auteurs auront désormais voix au chapitre dans les négociations des obligations de financement avec les plateformes. La transposition de la directive droit d'auteur a par ailleurs permis d'engager un nouveau cycle de négociations pour améliorer la situation des auteurs sur le plan économique et j'espère que ces négociations aboutiront rapidement. Enfin, nous avons tenu à ce que soit inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle une obligation claire pour les plateformes de transmettre aux régulateurs l'ensemble des informations sur la consommation des œuvres qu'elles possèdent. C'est évidemment au bénéfice des producteurs, des organismes de gestion collective et des auteurs eux-mêmes. Ces immenses avancées de la régulation en Europe vont renforcer considérablement et structurellement notre industrie à un moment de rupture technologique et économique majeure. Comme je l'ai déjà évoqué, il est absolument vital que tous les pays de l'Union européenne se dotent d'une régulation solide à même de promouvoir la création et la diffusion des œuvres européennes indépendantes. Ces avancées seront complétées, au-delà même du champ culturel, par la régulation de toutes les plateformes numériques via le règlement sur les services numériques, le DSA, et le règlement sur les marchés numériques, le DMA, tous deux en cours de négociation. Ces deux textes constitueront une étape supplémentaire importante dans la régulation du secteur numérique en dotant l'Union européenne d'un nouveau cadre de responsabilité imposé aux grandes plateformes en ligne. Ces deux textes devront compléter utilement les directives SMA et droits d'auteur. Fort de ces avancées réglementaires historiques,
nous devons intensifier nos travaux pour apporter des réponses communes aux nouveaux défis auxquels l'industrie audiovisuelle européenne est confrontée. À ce sujet, je veux saluer le travail remarquable de la présidence slovène, en particulier les conclusions visant à accroître la disponibilité et la compétitivité des contenus audiovisuels et numériques européens qu'avec mes homologues, nous avons adoptés lors du Conseil des ministres du 30 novembre dernier. Je tiens également à souligner l'action menée depuis plus d'1 an par le commissaire Thierry Breton avec le plan d'action pour les médias et l'audiovisuel et la désignation de la culture comme l'un des 14 écosystèmes du plan de relance industrielle. Cette vision industrielle est essentielle. C'est une vision d'avenir. Comme je l'ai indiqué, j'ai choisi de placer les priorités que je porte en matière de politique audiovisuelle pour cette présidence sous cet angle, à la fois industriel et culturel, de l'indépendance et de la structuration du secteur du cinéma et de l'audiovisuel, et plus globalement des industries culturelles et créatives. J'ai d'ailleurs proposé que le Conseil se penche sur des conclusions relatives à une stratégie pour les industries culturelles et créatives en Europe qui seront présentées à mes homologues européens lors du Conseil Culture du 4 avril prochain. Aujourd'hui, 3 sujets questionnent notre indépendance au service de la création. La protection des actifs culturels stratégiques européens, la question de la définition de l'œuvre européenne et enfin la constitution d'un pôle industriel écologique et socialement responsable en Europe. Protéger les actifs stratégiques constitués par les Européens dans le domaine de la culture est ainsi un premier enjeu essentiel auquel nous devons tous faire face pour préserver notre souveraineté culturelle. Nos entreprises de production, nos réseaux de salles, nos studios de tournage et de production de jeux vidéo qui ont été fragilisés par 2 ans de pandémie sont exposés à des risques de rachat par des acteurs éloignés de tout objectif culturel, par exemple des fonds d'investissement issus de pays tiers à l'Union européenne. En France, nous avons fait évoluer la loi afin que, lorsqu'un producteur cède son catalogue à une entreprise qui n'est pas soumise aux mêmes règles que les sociétés de production, le gouvernement puisse exiger de cet acheteur des garanties, et notamment une exploitation suivie, pour protéger l'accès du public à ses œuvres. Mais cela n'est qu'une première étape. Je suis profondément persuadé que nous, Européens, ne pouvons courir le risque que nos catalogues d'œuvres mais aussi nos entreprises, qui luttent en ce moment pour leur survie, soient vulnérables à des rachats à bas prix par des entreprises extra-européennes. C'est vrai aussi que des studios de tournage au cœur de France 2030, plan d'investissement annoncé par le président de la République française, qui va nous permettre de répondre à la demande d'œuvres européennes croissante dans toute l'Union. La problématique est donc européenne. Et nous devons ensemble trouver une solution pour protéger nos actifs culturels stratégiques. Je serai attentive au débat que vous allez mener aujourd'hui sur ce sujet. Je souhaite en outre qu'une réflexion soit menée au niveau européen sur l'indépendance des œuvres européennes. Aujourd'hui, vous le savez, la définition des œuvres européennes dans la législation européenne n'inclut aucun critère lié à la possession des actifs et des droits par les producteurs européens. Une œuvre peut donc être qualifiée d'européenne tout en étant entièrement financée et détenue par des entreprises extra-européennes. Je souhaite qu'une réflexion s'engage et je réitère la demande formulée par plusieurs États membres à la Commission pour qu'elle mène un travail approfondi sur cette question. Je ne doute pas que les débats de ce jour apporteront aussi des éclairages utiles. Enfin, nous pouvons encore aller plus loin pour que demain, l'ensemble de l'industrie audiovisuelle européenne soit un modèle
en matière de responsabilité sociale, forte de sa diversité et des valeurs d'égalité et de liberté. Pour moi, cela signifie donner à chacun et à chacune l'opportunité de se projeter en créatrice ou créateur et de s'affranchir de ses origines. À cet égard, je salue l'engagement et les travaux de la Commission en matière de genre au cinéma, notamment sa stratégie en faveur de l'égalité des femmes et des hommes et les avancées prévues dans le programme Europe créative 2021-2027. De notre côté, en France, nous avons bien avancé sur ces questions avec des réformes importantes. Je pense au bonus parité pour les équipes de tournage, à la réflexion menée en ce moment par l'historien Pam Ndiaye sur la notion de diversité dans le cadre des aides du CNC, sans oublier, bien évidemment, le conditionnement des aides du CNC au respect des obligations du droit du travail et au suivi d'une formation de lutte contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles que j'ai récemment étendue au spectacle vivant, ou encore la clause assurantielle pour couvrir le risque de harcèlement sur un tournage. Enfin, une industrie vraiment responsable, c'est bien évidemment une industrie qui se projette dans un avenir durable. L'accord de Paris de 2015, signé par 195 pays, se traduit par la stratégie nationale bas carbone qui vise à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Un plan action plus exactement, a donc été conçu sous l'égide du CNC pour accompagner la filière du cinéma et de l'audiovisuel dans sa transition écologique. Chers amis, ce sont ces sujets d'une grande importance que je souhaite approfondir pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Ils vont nous permettre d'organiser et de garantir notre souveraineté culturelle en Europe. Je compte donc beaucoup sur les échanges que vous aurez aujourd'hui et qui nourriront les discussions que je poursuivrai avec mes homologues européens dans les prochains mois. Je vous souhaite donc des échanges fructueux et je vous remercie.